Merci à tous d'être là, nombreux ce matin pour assister à cette première conversation du vendredi 19 octobre à Iégenab. Merci à tous nos intervenants. Je commence non pas par l'ordre alphabétique, mais par cet ordre géographique. Adéa Medelny, Ivana Jkanovic. Bravo. Je peux y arriver. Voilà, du cabinet, toutes deux fiscalistes internationales du cabinet CMS Lefebvre, qui créent une structure autour de l'art. Ici, vous en direz évidemment plus qu'un mot. Julia Novak et Jérôme Barré du cabinet Franklin, très spécialisé aussi dans la fiscalité dans l'art, et Nathalie Robert et Morgane Maurice de la CSI, Fine Art pour Morgane, et pour Nathalie, voilà, des départements peut-être encore plus larges, vous nous direz un mot tout à l'heure. On est particulièrement ravis de vous accueillir parce qu'en fait c'est la première fois à Iégenab qu'on donne la parole à, j'allais dire, des professionnels qui facilitent quelque part la collection et qui facilitent via le fait de donner là ce matin des clés à une population qui nous intéresse particulièrement à Iégenab, qui sont les collecteurs. Voilà. Donc on a des conversations, des talks, des screenings toute la semaine absolument passionnants, directement sur les sujets de l'art, de la vie art dans l'art, de la création taïwanaise, de la vidéo d'animation, de l'art de collectionner telle ou telle pratique. Mais c'est la première fois que vraiment, grâce à vous, on va avoir ce matin quelques clés certainement pour à la fois faciliter, peut-être fluidifier, éclairer et donner envie d'avoir un regard très pertinent, avec beaucoup d'insights grâce à vous ce matin, sur finalement l'art de la fiscalité, l'art de la logique patrimoniale. Voilà, c'est une première, j'espère qu'il y en aura d'autres. Donc merci à tous pour votre confiance, à tous pour votre intérêt. Et je vais vous laisser la parole avec les micros, donc 2 minutes. Alors peut-être qu'on peut commencer à faire un petit tour de table et que vous vous présentiez, et puis rentrer dans le vif du sujet après avec les micros. Et puis je remercie encore à la fois le cabinet CMS Lefebvre d'être notre partenaire cette année, la CSI de l'être également depuis plusieurs années et d'être aux côtés également de nos galeries dans toute cette logique d'assurance et d'avoir cette relation très privilégiée avec la foire à Paris-Gare. Et je remercie infiniment Jérôme Barré et Julia Novak du cabinet de nous accompagner également plus en particulier sur l'association pour le rayonnement de la scène contemporaine asiatique. Vos conseils et votre accompagnement à tous nous aident très cher. Merci. Peut-être un tour de table avant peut-être de rentrer dans le vif du sujet. Elle n'a pas avancé. Voilà, je précise que Adéa aujourd'hui va modérer la conversation. Ah oui, absolument, j'avais oublié, je pensais que tu le faisais déjà. Oui, bon, aujourd'hui on va vous parler essentiellement des aspects fiscaux dans une logique patrimoniale, comment détenir l'art, est-ce qu'on doit le garder en perso, est-ce qu'on doit le détenir via une société, et aussi en matière de transmission, qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut anticiper ou pas. Alors, on est plusieurs à parler, il y a aussi le code d'assurance, on est plusieurs à parler, c'est Jérôme Barré qui va prendre la parole avec la définition d'art. Peut-être pas de l'art, mais de l'œuvre d'art. La définition de l'art, je ne vais pas m'expliquer.
Donc voilà, et de ce que j'ai compris, Jérôme, vous intervenez très souvent dans l'art, vous êtes assez impliqué des hommes, dans la société de l'art. Quelques élèves qui sont là. Donc je m'appelle Jérôme Barré, je suis fiscaliste, je suis l'ancien directeur juridique fiscal de Rothschild et compagnie Banque. J'étais peut-être le premier directeur fiscal d'AXA il y a bien longtemps, et donc tous les aspects relatifs à l'art dans ces maisons, je vois quelques personnes d'AXA dans le fond de la salle d'ailleurs, m'intéressent, et je suis fiscaliste et je fais beaucoup de fiscalité internationale et j'enseigne également dans différentes universités la fiscalité internationale à Paris Dauphine en Master 2 et la fiscalité et la structuration des œuvres d'art à Paris 2 avec quelques élèves que j'aperçois ici. Donc on va introduire, je suis venu avec Gineva qui en parlera tout à l'heure et qui enseigne également dans d'autres universités. On va juste parler de la définition de l'œuvre d'art, parce qu'à partir du moment où on a défini un objet comme étant une œuvre d'art, eh bien ça entraîne un certain nombre de conséquences. Et donc la définition d'une œuvre d'art, elle a vocation à s'impliquer pour la production, pour l'acquisition et la détention évidemment de l'œuvre d'art, et y compris sa cession, est-ce que oui ou non c'est une œuvre d'art. Donc la qualification juridique de l'œuvre d'art lui permet de bénéficier d'un certain statut, juridique. On peut penser au droit de suite, au droit d'auteur, et également d'un statut fiscal. Donc l'œuvre d'art, qu'est-ce que c'est sur le plan civil? L'œuvre d'art, c'est un bien, c'est une œuvre de l'esprit, c'est une création de forme. On verra que ça se complique de plus en plus parce que parfois on peut avoir des tableaux qui sont blancs, parfois on a des œuvres qui sont non figuratives, et parfois on a également des œuvres qui sont purement conceptuelles. Pour ceux qui fréquentent Art Basel, quand on se rend dans des salles où on a des objets répétés, est-ce que c'est de l'œuvre ou pas? Est-ce que c'est une collection? Est-ce que c'est de l'art ou pas? Et ce qu'on sait, c'est que l'œuvre est originale. Donc l'œuvre d'art, c'est un bien, c'est une chose, c'est un objet de droit. C'est la définition d'un bien qui est un bien corporel ou incorporel, qui est défini par l'article 528 de notre Code civil. C'est une chose qui est inanimée. Un bronze, on le pose quelque part, il ne bouge pas. Une toile, une affiche, on ne la pose pas. Une affiche, on verra si c'est une œuvre d'art. L'affiche originale peut-être, mais la production non. C'est donc majoritairement un bien meuble qui est corporel, manipulable, transportable, déplaçable. On a également des choses animées. On pensera, si on se rend en Suisse également à Bâle, il y a une magnifique fondation avec énormément de stabiles et de mobiles de Calder. Donc on a des choses animées, on pensera aussi à ce qu'a fait Jean Tinguely, et on est sur des œuvres mobiles. Et donc ce sont quand même des œuvres d'art, donc l'œuvre d'art n'est pas strictement immobile. Et là on a plus de difficultés, savoir ce qu'est une œuvre d'art quand elle est dématérialisée, quand on a un film, une reproduction, quand on a un flash de lumière, quand on a, je reviens à ces toiles, on montre quelque chose mais qui n'existe pas, ou apparemment n'existe pas, et qui existe pour l'article. Donc cette œuvre, elle est corporelle, incorporelle, et dans ce qu'on va rechercher, savoir quelle est une qualité, sa qualité substantielle, c'est l'authenticité. C'est-à-dire qu'elle a été créée par quelqu'un, elle est authentique, elle existe, elle n'est pas reproduite. Donc on a un aléa sur la qualité qui exclut finalement une forme de liberté contractuelle, c'est une liberté conceptuelle, et ce qui va peut-être définir l'œuvre d'art, c'est non pas nous la perception que nous pourrions en avoir en tant qu'observateur, mais c'est ce que l'artiste va vouloir dire. C'est l'artiste qui qualifie finalement l'art. On verra un peu sur le plan fiscal comment ça se passe. Plus rarement, on peut avoir une œuvre d'art qui est un immeuble. Il y a une question qui m'avait été posée par un des étudiants en disant, mais est-ce qu'on ne peut pas dire qu'un immeuble est une œuvre d'art si on pense à Pedrera à Barcelone, ou si on pense au jardin, au parc Güell, est-ce que c'est une œuvre d'art? A priori, on ne rentre pas sur la notion d'œuvre d'art pour les immeubles, mais on peut avoir des immeubles par destination, c'est-à-dire des immeubles, des œuvres d'art qui sont intégrées. Et on revient sur les concepts de droit civil. Si vous avez un trumeau, si vous avez une cheminée, en principe le trumeau est fixe, et on va considérer qu'il devient immeuble par destination. Et c'est une œuvre d'art. En principe, on considère que l'œuvre d'art, que l'immeuble par destination est un bien meuble qui ne peut pas se détacher de l'immeuble dans lequel il se situe. Donc c'est aussi un sujet de difficulté, forcément. Alors c'est une œuvre de l'esprit, là on s'en rend compte dans le code de propriété intellectuelle, pardon de dire des gros mots en présentant des chiffres, notamment c'est l'article 111.1 de ce code de la propriété intellectuelle. Et donc on a une liste indicative qui est donnée, elle est indicative, on verra sur le droit fiscal, elle est exhaustive. On parle des œuvres cinématographiques, on parle des dessins, de la peinture, de l'architecture. Sur l'architecture, c'est un peu plus délicat parce que sur l'architecture, est-ce qu'elle est une œuvre d'art?
Mais ce qu'on sait, c'est qu'elle produit en tous les cas, en tant qu'œuvre de l'esprit, une possibilité d'avoir des droits en tant que droit d'auteur, par exemple. Les graphiques, la topographie, la photographie, les arts appliqués. L'œuvre, donc, c'est une création de forme, et pour qu'elle soit protégée, il faut qu'elle soit matérialisée, il faut qu'elle existe. Je pense à un artiste français bien connu qui vit aujourd'hui aux États-Unis. Il a conçu un certain nombre d'œuvres. C'est uniquement quand l'œuvre va naître physiquement qu'on va considérer qu'elle existe. Et tout le débat d'ailleurs est de savoir à quel moment il en est ou il n'en est plus propriétaire. C'est-à-dire que, est-ce qu'on considère que cette œuvre, il l'a conçue de son esprit et il l'a dans son stock, ou bien il l'a déjà transférée alors qu'elle n'est pas tout à fait conçue, elle n'est plus dans son stock, ce qui entraînera, on en parlera tout à l'heure, des questions éventuellement et d'impôts sur le revenu. Donc, seule la réalisation de l'idée artistique originale est protégée. Mais justement, je le disais tout à l'heure, l'art conceptuel crée des œuvres qui sont insaisissables et non formelles, et comment les conceptualiser sur le plan juridique et fiscal. Donc, une œuvre conceptuelle, elle va être considérée comme de l'art, puisqu'elle présente l'intention de son auteur, de l'artiste. Je parlais tout à l'heure des chaises de Joseph Kossuth. C'est une exposition finalement invisible, mais c'est bien l'artiste qui qualifie l'œuvre d'art. C'est lui qui en est à l'origine sur le plan matériel et conceptuel, c'est lui qui qualifie l'œuvre d'art. Et on verra sur le plan fiscal, je reviens tout à l'heure sur le sujet. L'œuvre, elle est originale, donc ça veut dire qu'il n'y a rien avant. Elle ne ressemble à rien d'autre en principe. Pourtant, on a des artistes qui ont répété un certain nombre de choses, mais chaque œuvre est différente et distincte. Elle est l'expression d'un génie, du génie de l'artiste, et c'est une empreinte personnelle. Quel que soit le type de l'œuvre, c'est une destination, si je puis dire, sans formalité. Elle n'a pas de destination, elle existe. Elle se conçoit, elle est là. On la constate. Si c'est une œuvre d'art, eh bien, elle correspond, elle va entraîner un certain nombre de conséquences juridiques et fiscales. Si c'est un objet qui n'est pas une œuvre d'art, on rentre à ce moment-là dans l'objet manufacturé. L'objet manufacturé, c'est la chose de genre, c'est la chose commune. Et donc la chose commune, elle ne replie pas du tout les mêmes conséquences, elle ne rend pas du tout les mêmes conséquences que Ivana nous expliquera tout à l'heure sur les questions fiscales. Ce n'est pas le même sujet. Donc, sont des œuvres d'art, cette fois-ci sur le plan fiscal, une liste limitative qui est donnée par l'article 98A de l'article 3 du Code général des impôts. On parle de tableaux, de gravures, on exclut les bijoux d'orfèvrerie, enfin à l'exclusion des bijoux d'orfèvrerie et de joaillerie. On parle des tapisseries et textiles muraux faits à la main de façon originale. On parle des exemplaires uniques de céramique, de bronze. On parle des émaux sur cuivre et de photographies par l'artiste. Mais en fait, comment on s'est confronté à l'existence d'une œuvre d'art ou pas? On rappellera un exemple finalement assez simple, c'est quand M. Brancusi a transporté une œuvre d'Europe vers les États-Unis, et il est arrivé en douane, et en douane on lui a dit c'est un objet manufacturé, donc on applique la TVA. Il a dit non, pas du tout la même chose, c'est une œuvre d'art. Donc on s'est pourvu au tribunal et on a fini par concevoir que l'idée de Brancusi pouvait être une œuvre d'art. Ce qui ne fait pas de doute aujourd'hui, mais ce qui faisait un doute pour le douanier. Et donc on est bien sur quelque chose qui est conçu par l'artiste, qui est original, qui est matériel, mais dont l'artiste lui-même dira que c'est une œuvre d'art. Et la conséquence, c'est qu'en matière de TVA, par exemple, je peux faire une importation, on en parlera tout à l'heure, une exportation temporaire, et je n'ai pas à subir les droits de TVA au moment où je ferai franchir la frontière à cette œuvre-là. Et donc c'est tout ce mécanisme qui va être entraîné par la définition de l'œuvre d'art. Donc je pense qu'on peut en rester là. Ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il y a des traditions, si je puis dire, différentes. Par exemple, l'œuvre d'art qui doit correspondre à certaines traditions, vous allez me dire, c'est pas l'artiste qui fait le bronze, c'est le fondeur. Oui, mais l'artiste, il participe. Au moment de la fonte, il est là. Parfois, il se brûle les pieds, il se brûle les mains. Il corrige, s'il veut, les gens. Au moment où l'objet est débarbé, il y participe. Et on a un nombre limité d'œuvres. En France, par exemple, comme vous le savez, ou en Europe, on a un nombre d'épreuves d'artistes, un nombre d'épreuves. Mais si vous allez en Chine, vous avez un artiste qui s'appelle Rangan, que je connais un peu, qui n'est pas très âgé, et Rangan qui fait 20 exemplaires à chaque fois. Est-ce qu'on correspond au canon de notre propre système? Pour autant, il a une cote. C'est un peintre, c'est aussi quelqu'un qui fait du bronze, qui produit des bronzes. Donc, on a toujours une appréciation, on a des codes que nous sommes fixés de façon peut-être un peu occidentale, si je puis dire, mais cette définition fiscale doit savoir jusqu'où on va et ce qu'elle entraîne. Je crois qu'on peut s'arrêter là, je crois que j'ai à peu près dit ce que l'on pouvait dire, qui permet de définir cette notion de quête esthétique et de volonté du créateur de faire de ce objet une œuvre d'art et non pas un objet manufacturé.
Bernard Zivanic qui va prendre la parole, qui va peut-être nous faire une petite explication de ce qu'on est en train de faire chez Francis Le Pen. Bonjour à tous, je suis Ivana Zivanovic, je suis counsel au sein du cabinet Francis Le Pen avocat et j'ai le plaisir avec Adéane et les amis de structurer actuellement un pôle art et fiscalité. On s'est rendu compte que beaucoup de gens aimaient l'art, mais ils n'étaient pas toujours bien assistés, pas parce qu'il n'y avait pas des conseils de qualité, mais en tout cas qu'il manquait une certaine spécialisation sur l'art et la fiscalité, et en particulier, j'ai envie de dire, la fiscalité internationale, qui est notre domaine de prédilection, et on a décidé de lier le plaisir et l'utilité pour en faire quelque chose qui, j'espère, pourra intéresser un grand nombre d'entre vous. Merci Jérôme pour cette brillante et complète et parfaite introduction qui, je pense, pose parfaitement ce qu'on va vous expliquer aujourd'hui et qui, j'espère, suscitera un grand intérêt chez vous. Alors cette semaine l'a encore prouvé, Paris est une place incontournable du marché international de l'art. 45e édition de la FIAC, près de 200 galeries qui viennent exposer leurs artistes sous la nef du Grand Palais, les ventes aux enchères dans de prestigieuses maisons de vente comme Christie's ou Sotheby's, et les collectionneurs du monde entier qui se réunissent à Paris. Certains d'entre eux qui permettent à des musées nationaux comme le musée d'Orsay d'organiser de fabuleuses expositions, Picasso, bleu, rose, ou qui prêtent leurs œuvres à des fondations, Fondation Vuitton, le duo Basquiat et Chile. Voilà, Paris is the place to be cette semaine, et on se rend compte que ces mêmes collectionneurs, quand ils prêtent des œuvres, viennent également à la FIAC pour en acheter d'autres, compléter leur collection et éventuellement en CD. Et c'est à ce moment-là précis, quand le collectionneur décide qu'il va acheter une œuvre d'art, qu'il se demande quel est le coût de revient de cette œuvre d'art. Parce qu'il n'y a pas simplement le prix. En effet, il y a un coût, et généralement ce qu'il souhaite, c'est tenter d'optimiser ce coût. Alors je ne sais pas si je peux, en tant que fiscaliste, encore utiliser ce mot, il devient un gros mot, mais je l'utilise quand même parce qu'on parle là de coût et pas de fiscalité. Et ce coût, il réunit plusieurs choses. Il comprend d'abord le prix de l'œuvre, la commission de l'Art Advisor s'il y en a un ou pas, des frais de storage, des frais de shipping, des frais d'assurance, mais surtout une fiscalité qui s'applique de manière quasi systématique à différents moments de la vie de l'œuvre, au moment où on l'acquiert, au moment où on vit avec, et puis au moment où on décide de la céder. Alors le collectionneur, quand il achète son œuvre, et quand il est avisé, et aujourd'hui je pense que l'information est telle qu'on l'est à peu près tous, il s'interroge sur ces questions-là, et souvent il se tourne vers nous pour tenter de structurer son acquisition. Alors là, forcément, le mode de détention d'une œuvre d'art aura une implication, une conséquence directe sur la fiscalité qui est applicable au collectionneur. Donc la première question qu'il va se poser, la question préalable à toute acquisition, c'est comment j'achète. J'achète en direct, à mon nom propre, j'achète via une structure, une entité créée ad hoc. Alors la réponse, elle n'est pas si simple. En réalité, la réponse, elle dépend de deux choses, de la volonté profonde du collectionneur. De quoi le collectionneur a envie, quel est son projet. Est-ce qu'il s'agit d'un achat spéculatif? J'achète à court terme, je revends très vite. Est-ce qu'il s'agit d'un achat à long terme parce que je veux transmettre à mes enfants, ou parce que c'est un achat coup de cœur, donc c'est une pièce que j'ai envie de garder, donc je vois plus sur le long terme. Et puis ce qu'on voit de plus en plus, c'est des collectionneurs qui souhaitent diversifier leur patrimoine. Donc je n'achète plus des actions, des obligations, mais je m'oriente vers les œuvres d'art. Et puis comme c'est un petit peu plus glamour, on est beaucoup à se tourner vers ce sujet. Alors du coup, on se rend compte quoi? On se rend compte très très vite qu'en fait la fiscalité a une place fondamentale dans le marché de l'art, tant pour les professionnels que les particuliers,
Nous, on va particulièrement se focaliser aujourd'hui sur la personne physique collectionneur, en tout cas pour ma partie. Et ensuite, ADA vous parlera de la personne physique, mais qui acquiert de manière indirecte par des entités créées ad hoc, donc des sociétés, des fondations et des trusts. Voilà, donc 3 étapes. J'acquiers, je détiens, je vis avec la pièce ou pas, et je la cède. Et au moment de l'acquisition, le principal impôt qui va frapper le collectionneur, c'est la TVA. J'utilise bien ce mot frapper parce que les taux restent encore assez élevés, surtout lorsqu'on achète auprès de professionnels. Donc les règles sont relativement complexes. On va essayer de les synthétiser et pour ce faire, on va prendre essentiellement 3 cas. Donc le collectionneur français ou européen qui achète auprès d'un professionnel situé en France. Alors un professionnel, un galeriste, une galerie ou une maison de vente. Alors là c'est simple, c'est le régime de droit commun qui va s'appliquer, une TVA de 20% qui va s'appliquer soit sur la valeur totale de l'acquisition, soit sur la marge. Et ça dépendra du régime auquel aura opté le galeriste. Mais en tout cas, le collectionneur personne physique, quand il voit le prix, il sait qu'il doit rajouter 20% parce que la TVA, c'est un coût définitif que lui, en tant que personne physique, ne pourra pas déduire et qu'il supportera. Si ce même collectionneur décide d'acheter son œuvre directement auprès de l'artiste lui-même ou des ayants droit de l'artiste, alors là, la France, c'est fantastique. On a un taux réduit, je pense le plus bas d'Europe, à 5,5. Et dans ces cas-là, on perd 15 points directement à 5,5, on achète auprès de l'artiste. Bon, la petite nuance, c'est qu'aujourd'hui, les grands artistes qui peuvent nous faire rêver et qu'on a envie d'acquérir, souvent ils sont représentés par des galeries. Et donc on se retrouve assez vite dans le champ de la TVA de 20%, sauf pour certains artistes qui ont été adoubés par des advisors privés et qui réussissent à faire bénéficier leurs clients de taux réduits. Et on en a dans cette salle, c'est pour ça que je suis particulièrement ce cas. Alors ce taux réduit, j'ai dit que c'était l'un des le plus bas d'ailleurs en Europe, mais on a des taux pas très élevés chez nos voisins. Hein. On est de l'ordre de 6% en Belgique, on a 7% en Allemagne et en Italie c'est 10%, donc c'est un peu plus élevé. Et puis enfin, si je suis en second marché et que j'achète moi directement ma pièce en tant que collectionneur à un autre collectionneur, alors là c'est fantastique, je n'ai pas de TVA, je suis entre particuliers. Et là, je pense que la boucle est bouclée. Voilà. Le deuxième cas, c'est si mon collectionneur français ou européen achète son œuvre dans un autre État de l'Union européenne. Dans ces cas-là, c'est la TVA du pays du vendeur qui s'applique. Alors, je m'explique. Prendre un exemple pour que ce soit un petit peu moins aride, tout ça. Je suis un collectionneur et je suis tombé en amour devant un bronze fantastique, une édition de 3 d'un artiste européen qui est représenté par 3 galeries européennes. Donc par exemple l'Allemagne, une galerie allemande, une galerie britannique et une galerie italienne. Dans ces cas-là, en tant que collectionneur, je vais pouvoir choisir mon taux de TVA. Puisque si je vais en Allemagne, je sais que mon taux de TVA sera de 19%. Si j'achète à la galerie italienne, mon taux sera de 22%. Et si je vais à Londres pour acheter la même pièce, mais en 3 éditions, et ben ma TVA sera de 20%. Donc finalement, je peux optimiser un peu le coût de ma pièce. Alors, le problème, c'est que comme on a dit qu'il s'agissait d'un coût de revient global, il y a également les frais de storage, les frais de shipping, les frais d'assurance qu'il faudra prendre en compte dans ce coût de revient. Et parfois, la différence de 1 point entre les différents pays est absorbée par les coûts que je pourrais avoir sur le shipping ou sur d'autres frais, et qui seraient par définition inhérents à la distance entre la résidence dans laquelle je veux mettre mon œuvre et la galerie européenne qui me la vendrait. Et puis, mon troisième cas, on a bientôt fini avec les 3 cas, je suis un collectionneur européen et puis j'adore les artistes chinois. Hein, on est en pleine Asia Now, donc j'adore les artistes chinois ou américains, hein, pourquoi pas.
et je souhaite vivre avec ma pièce. Donc je vais acheter cet artiste chinois ou américain dans une galerie chinoise ou américaine et je vais vouloir l'importer en France parce que j'ai envie de vivre et de jouir de cette œuvre d'art. Alors le collectionneur là, il devra s'acquitter d'une TVA à l'importation. Cette TVA à l'importation permet de mettre la pièce, quand je l'importe en Europe, en libre circulation en Europe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la TVA à l'importation, encore une fois, on critique souvent la France à cause de sa fiscalité très lourde, mais encore une fois, on a un taux de TVA réduit de 5,5, ce qui va nous permettre d'acquitter une TVA de 5,5 au moment de l'importation, mais ce qui va nous permettre aussi de choisir peut-être un autre taux au sein de l'Union européenne qui pourrait être plus favorable. Je m'explique. Je suis française, j'achète mon artiste chinois, et je sais que la France est le deuxième pays en Europe où la TVA à l'importation est la moins élevée, donc ça veut dire qu'il y en a un autre qui est encore plus favorable, c'est le Royaume-Uni. Je vais faire en sorte d'apporter ma pièce, en toute légalité, je vais faire en sorte d'apporter ma pièce à Londres, puis de la faire venir de Londres à Paris, et je ne paierai que 5% sur cette importation. Alors encore une fois, à arbitrer avec les coûts de shipping et les coûts d'assurance pour faire venir cette pièce de Londres à Paris. Mais ça veut dire que finalement, le collectionneur peut décider de faire entrer cette œuvre d'art et de la mettre en libre circulation en Europe à un taux qu'il pourra choisir. Voilà. Et puis le collectionneur qui n'a pas forcément envie de vivre avec sa pièce, alors lui, il va décider de suspendre temporairement l'exigibilité des droits de douane et de TVA. En effet, il va opter pour un port franc, ce qui lui permettra de s'affranchir temporairement, encore une fois, tant que la pièce est dans le port franc, des droits de douane, de la TVA à l'importation, et il enverra sa pièce directement dans un port franc. Alors, là encore, les ports francs, c'est très intéressant, puisqu'effectivement, je ne paye pas de fiscalité indirecte, mais je paye un coût de storage, je paye un coût de droit et d'entrée dans le storage. Donc là aussi, ce sont des coûts à évaluer, et je ne sais plus, quelqu'un a parlé d'anticipation, et moi je pense que la fiscalité, tout est question d'anticipation. C'est-à-dire que dès lors que je connais mon coût, que je sais comment je peux anticiper, et ben je vais choisir le storage le moins cher, la TVA la plus avantageuse si c'est possible, pour avoir le coût le moins onéreux possible. Alors, évidemment, si je mets mon œuvre dans un port franc, je ne pourrais pas en bénéficier, je ne pourrais pas en jouir, je ne pourrais pas l'utiliser, je ne pourrais pas l'admirer. Mais ça, c'est un choix personnel. Alors, on connaît tous les ports francs, maintenant c'est d'ailleurs devenu très médiatique, pas toujours très bien avec les derniers scandales qu'on a connus avec l'affaire Bouvier, mais bon, il y a des ports francs historiques, des ports francs suisses, Bâle, Genève, Vevey, mais il y a également des ports francs plus récents comme Monaco, Luxembourg, Singapour, et puis des ports francs chinois. Et maintenant, il y a un port franc qui est à Shanghai et qui est particulièrement intéressant pour les collectionneurs chinois parce qu'en Chine, quand on combine les droits de douane et la TVA, les taux peuvent atteindre jusqu'à 29%. Donc, voilà, 34. Vous voyez l'intérêt de pouvoir bénéficier du port franc. Et puis juste un dernier petit mot sur les ports francs, et ensuite je vais accélérer pour ne pas parler trop longtemps. Il y a certains territoires qui ne sont pas des ports francs, mais qui s'apparentent en quelque sorte aux ports francs. Par exemple Hong Kong qui ne connaît pas la TVA, ou encore le Delaware aux États-Unis, qui ne connaît ni sales tax ni use tax. Et encore un moyen aux États-Unis d'échapper aux sales tax, c'est au moment de l'acquisition de l'œuvre, de l'exposer dans certains musées aux États-Unis. Et là, pareil, c'est Noël, pas de sales tax. À cette fiscalité indirecte, effectivement, on peut ajouter le droit de suite qui a été évoqué un petit peu plus tôt par Jérôme. Mais bon, le droit de suite, c'est un coût assez limité puisqu'il est plafonné à 12 500 € et il intervient essentiellement sur le second marché. Mais comme on décide de déterminer un coût global, juste un petit mot sur ça. Voilà, donc après cette fiscalité qui est liée à l'acquisition,
Il y a une autre fiscalité qui va intéresser le collectionneur, c'est celle qui est liée à la détention de l'œuvre. Et au niveau de la détention de l'œuvre, lorsque le collectionneur réside en France, et ben c'est très avantageux, n'est-ce pas? L'œuvre acquise par le collectionneur résident de France ne souffre pas d'impôt sur le capital. Il n'y a plus d'ISF et l'IFI exclut totalement les œuvres de son champ d'application. Ça veut dire que le collectionneur résident de France, comme le collectionneur résident de Belgique, ne supportera pas d'impôt sur le capital. En revanche, le collectionneur espagnol ou le collectionneur suisse, malheureusement, devra payer de l'impôt sur le capital. En Suisse, c'est un impôt qui touche tant les personnes physiques que les personnes morales et qui s'élève parfois, il est cantonal, il peut s'élever jusqu'à 1%. Et nous, à l'époque, avec l'ISF, on avait des abattements très importants qui ne s'appliquaient pas aux œuvres d'art, mais des abattements assez importants qui permettaient de diminuer notre assiette, ce qui n'est pas le cas pour l'impôt sur le capital en Suisse, où il y a très peu de déductions et d'abattements, donc 1% ça peut chiffrer assez vite en fonction de la fortune. Et cette absence d'impôt sur le capital, tant pour la détention directe que pour la détention indirecte. Donc pour la détention directe, c'était déjà le cas au moment de l'ISF, mais depuis la suppression de l'ISF et de la mise en place de l'IFI, lorsqu'on détient des œuvres d'art via une entité, il n'y a plus d'impôt sur le capital. Voilà. Et puis quand le collectionneur en aura assez de sa pièce, parce qu'il aura trop vécu avec, parce qu'il souhaitera la vendre pour acheter une pièce plus importante, ou parce que le marché de l'artiste deviendra particulièrement attractif et que ça lui poussera à la vendre, et bien là encore, notre pauvre collectionneur devra s'acquitter de certains droits et impôts à l'occasion de la cession de cette œuvre. Encore une fois, là, la France n'est pas la plus mauvaise des élèves au sein de l'Union européenne et même d'un point de vue fiscalité mondiale et internationale. Le principe est que c'est la fiscalité du pays de résidence du propriétaire de l'œuvre qui s'applique. Donc, en France, le principe est celui de l'imposition à la taxe forfaitaire et libératoire. Cette taxe est de 6,5%, elle s'applique sur le prix de vente. Et une fois qu'on l'a payé, merci, au revoir, c'est fini, et puis on peut passer à la prochaine pièce. Parfois, quand il y a des questions de plus-value importantes ou quand il y a des durées de détention importantes, le collectionneur peut également opter pour le régime des plus-values mobilières. Ça veut dire qu'en fait, au lieu de soumettre le prix de vente à un taux, il va faire la différence entre le prix de cession et la valeur d'acquisition, ça peut être le prix d'acquisition ou la valeur de succession, et c'est sur cette différence-là qu'il va appliquer un taux qui est assez élevé, puisqu'on est à 36,2% depuis le 1er janvier 2018, même s'il y a un abattement, et au bout de 22 ans de détention, cette plus-value sera totalement exonérée. Mais 22 ans, ça peut être long, et ce régime ne s'applique que sous réserve d'être capable de prouver la durée de détention ainsi que la valeur d'acquisition. Ces contraintes-là, la taxe forfaitaire et libératoire ne les connaît pas. Et on peut dire que la fiscalité française n'a rien à envier à la fiscalité espagnole, américaine ou britannique en termes de cession d'œuvres d'art qui sont toutes bien plus élevées. Bon, alors maintenant, vous allez me dire, oui, il y a des pays dans lesquels la fiscalité est bien plus avantageuse. Bien sûr, chez nos premiers voisins belges et suisses, les plus-values privées sont complètement exonérées, et chez les Allemands et les Luxembourgeois, un délai très bref de détention de 6 mois à Luxembourg et 1 an en Allemagne permet une exonération pure et simple des plus-values à raison de la cession d'œuvre. Je vais donner la parole à Adéa, mais juste avant de donner la parole à Adéa, on a tenté de faire un comparatif et d'essayer de dire c'est mieux en direct ou en indirect, mais voilà, en réalité ce n'est pas possible parce que, comme je vous disais au début, ça dépend du projet du collectionneur. Donc en fonction de sa volonté, la détention directe présentera des avantages et des inconvénients, là où la détention indirecte présentera des inconvénients et des avantages. Voilà, j'espère que c'était un petit peu... Juste pour dire qu'en fait, traditionnellement, on ne repaie pas les œuvres d'art dans les sociétés parce qu'on était soumis à l'ISF sur les types de sociétés. Maintenant que l'IFI exclut les œuvres d'art,
alors, exclu, ne se concentre que sur l'immobilier, les titres de société peuvent, à ce moment-là, on peut détenir un bien au travers d'une société et on change de culture finalement. Parce qu'à ce moment-là, je vais laisser parler. Oui, on change de culture, puis on change clairement de fiscalité parce que... Culture fiscale, oui, mais alors surtout fiscale, j'ai envie de dire, parce que, effectivement, comme le souligne Jérôme, ça va être une fiscalité très différente. Et si on est en France et qu'on détient des œuvres d'art par l'intermédiaire d'une société IS, par exemple, on va payer de l'impôt sur les sociétés, on va se retrouver avec du cash dans la société. Si on ne souhaite pas le réinvestir pour acheter des œuvres et qu'on souhaite récupérer ce cash, il va falloir payer de l'impôt sur les dividendes, donc 30%, mais en fait, une fois qu'on a payé l'IS puis qu'on paye les dividendes, c'est plus forcément intéressant. C'est pour ça que je disais, tout dépend du projet du collectionneur, parce que si ce collectionneur a pour objectif de transmettre sa société, sa collection à ses descendants, on pourra toujours endetter sa société, démembrer les titres. Et je suis en train d'enquêter sur la partie d'ADA, excusez-moi, je suis trop bavarde, donc je vais lui passer le micro, mais tout ça c'est de la faute de Jérôme qui m'a lancé sur un sujet. Alors, moi, je vais essayer de vous convaincre pourquoi une société de capitaux, pourquoi devenir l'art via une société. Mais non, je ne vais pas essayer de vous convaincre. Comme dit Ivana, c'est un projet. Effectivement, quand on détient via une société, c'est plutôt une volonté spéculative, un peu un comportement de marchand d'art, voire le marchand d'art. Alors, moi, je me suis posé la question si effectivement la présentation que j'allais faire, c'était pour les résidents en France. Non. En fait, c'est au niveau international. Donc, les personnes physiques là, qui sont dans le schéma, ils peuvent être soit résidents US, soit suisses, soit vous allez voir après. Donc, je ne parle pas que des résidents de France, hein, parce qu'en plus aujourd'hui, les collectionneurs comme tous les gens qui sont dans cette salle, on est très mobile. Donc aujourd'hui, on est en France, demain on est en Belgique et après en Suisse. Donc on peut aussi profiter, avec la mobilité internationale en Europe, on peut profiter et aller se retrouver dans un pays où finalement, comme le Royaume-Uni, les dividendes de sources étrangères sont exonérés. Donc tout ça, voilà. Alors trois raisons, il y en a d'autres, hein, notamment trois raisons pour se mettre en société. On reste en base clos, c'est-à-dire qu'on n'a plus le sujet de l'impôt sur le revenu. Aujourd'hui, je vends en soulage, par exemple, que j'ai acheté il y a 5 ans pour 500 000 €, je le vends 1 million, parce que la cote a beaucoup augmenté. Si je suis collectionneur privé, c'est-à-dire je détiens l'œuvre en direct, et je suis résident en France, soit je vais payer le 6,5% sur le prix de cession, donc sur le million, soit je vais payer la plus-value normale, mais comme je le détiens depuis 5 ans, mes abattements vont être très très faibles. Je me mets en société. Bon, évidemment, la France a un taux aujourd'hui de 33%, mais à terme de 25%. Et je vais payer que sur le profit. Donc 1 million moins 500 000. Alors si je suis dans des pays comme la Suisse et par exemple l'Irlande, je vais m'associer en Irlande ou en Suisse ou au Royaume-Uni, à terme, je vais avoir un taux de 17%. En Suisse, il y a un référendum qui est en train de se passer, qui va être voté par les cantons l'année prochaine. On a déjà le canton de Bâle, Lucerne et Vaud qui a anticipé le référendum. On est entre 11 et 13%. Donc vous voyez, avec un taux d'IS de 11% ou 13%, en plus je reste en base clos, je ne sors pas l'argent. Donc une fois que j'ai vendu mon soulage, je vais aller acheter un kieffer. Après, il y a aussi un élément favorable, je trouve, dans la détention en direct, c'est que je peux faire des arbitrages. Parce qu'évidemment, dans l'art, l'art est très spéculatif, donc je peux faire des moins-values. Quand je suis en société, je peux compenser les moins-values avec des plus-values. Alors qu'en tant que personne physique, je ne peux rien faire. Donc si j'ai une bonne, c'est pour moi. Après, il y a des considérations juridiques aussi, il ne faut pas oublier. Mais ça, c'est toujours un peu comment on se comporte pour les collectionneurs qui sont bons collectionneurs. Il y a des vrais sujets de droit de douane aujourd'hui, il y a des vrais sujets TVA. On peut souvent se retrouver dans des situations où on va être presque accusé soit de fraude fiscale, ou en tout cas on n'aura pas payé le droit de douane ou d'abus. Et quand on a une société, la responsabilité est limitée à la société. On n'a pas une responsabilité personnelle.
Et ça, pour moi, c'est un sujet assez important. C'est pas fiscal, c'est juridique, c'est des consultations juridiques. Si j'ai commis une erreur juridique ou fiscale, et ça arrive très souvent chez les clients, je vois ça dans les droits de douane souvent, parce que je ne savais pas qu'il fallait payer les droits de douane, ou alors je ne voulais pas les payer. Mais en tout cas, en tant que personne physique, je suis responsable de cette dette, alors que la société est responsable à son niveau, mais seulement à son capital. Je ne suis pas responsable, je suis bien propre. Donc c'est ce qu'on appelle la société de capitaux. Et comme disait Ivana tout à l'heure, si en plus la société a une activité commerciale, donc je suis marchand, alors j'ai même un dispositif favorable, je pense que Jérôme va en parler, en matière de succession, parce que je pourrais exonérer 75% de la valeur de la société, en cas du trade. Mais ça, c'est que si la société a une activité commerciale. Opérationnelle. Alors, bon, en fait, vous allez voir, il y a quelque chose d'incroyable qui est en train de se passer en Europe, et dans le monde entier. Bon, c'est là, en fait, tous les États se livrent depuis 2-3 ans un dumping fiscal au niveau de l'impôt des sociétés. On a les États-Unis qui sont maintenant à 21%. C'est Trump qui a fait ça avec la réforme Tax Cuts and Jobs Act en 2017. La France, malheureusement, elle a fait une réforme assez timide, en plus qui est progressive, qui va ramener le taux de l'impôt sur les sociétés à 25%, mais comme en 2022, malheureusement. Mais après, l'Irlande a toujours été très intéressante, 12,5%. Il y a la Suisse qui est juste le pays qui gagne le dumping fiscal, je vous disais 11%, jusqu'à 14%. Après, la Suisse, elle gagne le dumping, cache un peu parfois son jeu, parce qu'en Suisse, en fait, quand on crée une société, on a ce qu'on appelle l'impôt sur le capital. Et quand la société, c'est une société holding et pas opérationnelle, on paye 0,07% sur la valeur de la société. C'est quand même... c'est un peu comme un ISF, mais sur les sociétés, en fait. On appelle ça de l'impôt sur le capital. 0,07, donc comme on disait, si on a 20 millions dedans, ça commence à chiffrer. Mais encore, ils disent que les Suisses, ils vont ramener ce taux à 1 pour 1000 en 2020. Donc là, si vous me posez la question aujourd'hui, vous posez une société, si ça arrive, en 2020, pas longtemps, je vous dirais de vous mettre en Suisse, pourquoi pas à Bâle, parce qu'il y a un port franc. Écoutez. On va avoir envie de vivre à Bâle aussi. Non, ça c'est la société. Hein. Pas besoin d'un peu de substance. Ouais, et donc voilà, et là maintenant on arrive à la substance, parce que tout ça c'est bien beau. Mais oui, donc une fois qu'on a dit ça, il y a quand même des mécanismes anti-abus qui s'appliquent dans le cas où la société en fait serait une simple coquille juridique et elle n'aurait aucune substance. Pour un collectionneur par exemple à viser, souvent ça veut dire que la société doit prendre l'avis de art dealer, et dans ce cas-là ce serait mieux que les consultants soient basés en Suisse. Il faut aussi qu'il y ait peut-être un petit bureau quand même, avec du personnel qualifié et pas juste un expert comptable. Un expert comptable, je ne pourrais pas vous conseiller sur l'art. Un compte bancaire, voilà. Et puis il faut aussi que les décisions, de stratégie, mais même d'acquisition, par exemple, ça veut dire que si cette année on va acheter 10 heures, il faut qu'elles soient prises sur place en fait, dans le livre de la société. Donc il y a un certain nombre de contraintes, et je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en tout cas il faut quand même qu'il y ait un bureau et il faut qu'il y ait du personnel, et ça ne veut pas dire du personnel à plein temps, hein, mais on peut même avoir des freelance pour financer la société. Nous en France, on a un article qui s'appelle l'article 123 bis. Quand une personne est résidente de France et qu'il a une société, par exemple en Suisse, il serait éventuellement exposé par rapport à cet article. Mais en fait, l'article s'applique seulement si la société a plus que 50% d'actifs financiers. Qui dit actifs financiers veut dire valeur mobilière, liquidité. Donc dans l'art, on est plutôt tranquille. Mais alors, il faut faire attention, parce que ça arrive souvent dans les demandes que j'ai des collectionneurs, qui me demandent de créer une société et de mettre et des valeurs mobilières et de l'art. Ben ça, il faut éviter.
Parce que si j'ai des valeurs mobilières pour plus que 50%, dans ce cas-là, je tombe dans ce dispositif anti-abus. Donc il ne faut pas mélanger l'art avec les autres actifs financiers. L'art, il faut avoir une société dédiée. Dans ce cas-là, le 103 bis ne s'applique pas. Une autre solution, une autre détention, et ça c'est très américain, parce que les Américains ils font des trusts pour tout. C'est pour ça que j'ai mis US Trust. C'est la détention via un trust. C'est un mécanisme qui est complètement inconnu en droit français parce que c'est un mécanisme de droit anglo-saxon. Mais depuis la loi de 2011, en fait, on n'a pas créé un trust français, ça serait une erreur. Mais la seule chose qu'on sait faire maintenant, c'est qu'on sait comment, en tout cas, manipuler entre guillemets le trust au niveau fiscal. Mais il n'y a pas de mécanisme équivalent au droit français. La France, en plus, elle n'a pas ratifié la Convention de la Haye sur le trust, de 85. La législation française, en plus, elle a un champ d'application qui est très large, parce qu'elle nous dit qu'elle s'applique au trust, mais elle s'applique aussi aux organismes similaires. Donc, notamment, par exemple, je ne sais pas si il y a des Allemands dans la salle, il y a un ruling, il y a un rescrit de l'administration française qui dit que le trust, en fait, les dispositions sur le trust s'appliquent aux fondations de droit allemand, par exemple. On les assimile à des trusts. Les Stiftungen de Liechtenstein, c'est le cas aussi. L'administration les traite comme des trusts. Alors, le trust, en fait, ça peut être un mécanisme d'optimisation fiscale, du grand mot, assez astucieux. C'est un peu compliqué pour vous expliquer, mais justement hier je parlais avec des confrères aux États-Unis justement pour confirmer ma pensée. Je vais prendre l'exemple d'un trust américain, US Trust. Un US Trust qui a un settlor qui était résident des US, deux bénéficiaires qui sont en Europe. Le settlor finalement il part des US et il rentre en France. Ce US Trust il peut devenir ce qu'ils appellent aux États-Unis un Foreign Trust parce que finalement personne n'est aux États-Unis, donc il n'est plus résident des États-Unis. Ce trust américain qui détient des œuvres d'art avec un settlor qui est en France, des bénéficiaires en France ou ailleurs en Europe, s'il cède des œuvres d'art, il ne sera pas imposé aux États-Unis. Parce que, en fait, on a créé ce qu'on appelle un Foreign US Trust, qui est un mécanisme qui est juridiquement, on peut créer à Delaware, mais comme toutes les parties qui ont créé le trust sont à l'étranger, en fait, ce trust, il n'est pas résident aux États-Unis, et s'il cède des œuvres d'art, il ne sera pas imposé. Alors maintenant, j'ai dit que le settlor, qui est le constituant du trust, et les bénéficiaires, je mets tout le monde en France, sont en France. Donc qu'est-ce qui se passe en France si le trust il cède des œuvres d'art? On a vu aux États-Unis, il n'est pas imposé. En France, a priori, nous, avec les dispositifs qu'on a 129e et la doctrine administrative disponible, mais qui est évidemment qui ne s'applique pas à l'art, qui s'applique à l'immobilier et aux financiers ou à l'art immobilière, on sait qu'en trust, quand on décède des titres, par exemple, il n'est pas imposé en France, parce qu'évidemment, il n'est pas français. Il est quelque part, il est à Delaware, ou il va être au UK, mais il n'est pas imposable en France. Et le trust, à raison de l'impôt sur le revenu, il est opaque. En fait, c'est comme une société. Donc, il ne sera pas imposé aux États-Unis, il ne sera pas imposé en France, parce qu'il est opaque et il est étranger. Bon, avec un trust US, il y a peut-être un peu de transparence, mais... Pas directement les œuvres d'art, il les détient à travers une société qui est dans une juridiction différente. Le trust, il ne détient jamais en tant que tel les œuvres d'art. On pourrait mettre une élection, ça peut arriver. C'est pas fréquent. C'est pas fréquent. De succession, clairement, les Américains n'ont pas toujours très bien anticipé les conséquences, et notamment les conséquences fiscales françaises, mais dans lesquelles le trust détient directement les œuvres d'art. Et alors, pour le parti pris, ça c'est appréciation. Nous, ce qu'on fait, c'est que quand il y a un US Trust avec des œuvres d'art en direct, on le traite plutôt par transparence pour les besoins de l'impôt sur le revenu, qui peut être,
c'est un débat. Une position aussi contestable, mais so Ouais. far, on n'a jamais eu de contestation. Ouais, sachant que ça, c'est dans le cas où c'est un US Trust à la Convention statique. Alors que là, si on le transforme en Foreign US Trust, la Convention statique pas. Donc on ne pourrait pas se baser. Bon, c'est un peu complexe, mais on pourrait faire la même chose avec le Royaume-Uni, parce qu'il y a des sources au Royaume-Uni ou Jersey et tout ça, et on n'aurait pas ce problème de transparence. C'est vrai qu'avec les États-Unis, il peut y avoir un petit. Voilà. Donc je suis désolée parce que c'est un peu complexe, mais je peux vous dire que via le mécanisme du trust, en fait, on pourrait, et comme dit Jérôme, on pourrait en plus mettre une société, par exemple, une legacy entre le trust et le radar. On n'a pas, on pourrait exonérer de plus-value la cession. Voilà, il y a des mécanismes, on ne va pas rentrer dans les détails. Après, en France, si on est bénéficiaire résident de France et qu'on reçoit le cash, j'ai vendu le soulage, maintenant je le distribue du trust aux bénéficiaires. Là, je vais quand même payer 30% parce qu'en France, ça rentre dans la catégorie des revenus de capital immobilier, c'est comme un dividende, je paierai quand même 30%. Et après, je passe à la page d'après. En revanche, quand j'ai un constituant français ou un bénéficiaire français, parce que l'administrateur est plus souvent en France, ou un bien situé en France. Donc si j'ai une œuvre d'art qui est située en France, si mon soulage est en France et que le trust il est à l'étranger, j'ai des obligations déclaratives. Alors, depuis la réforme de l'ISF, parce que bon, l'ISF ça vérifie, c'est l'impôt sur la fortune immobilière, je repose que l'immobilier. Donc en fait, en soi, j'ai deux déclarations. Pour les trusts, j'ai deux déclarations à faire. Une, c'est la déclaration annuelle sur la valeur, c'est-à-dire combien j'ai dans notre. Si j'ai 20 millions en 2018, il faut que je déclare, enfin j'ai une obligation déclarative annuelle et que je déclare les 20 millions. Et par ailleurs, j'ai une autre déclaration, elle s'appelle événementielle, où là je déclare les bénéficiaires du trust, je déclare qui est le constituant, et je donne aussi le contenu des termes, c'est-à-dire à qui, quels sont les. À qui je distribue, quelle est la loi applicable, donc je donne pas mal d'infos en fait. Sachez que depuis 2018, la déclaration annuelle ne s'applique pas aux trusts qui ne détiennent pas d'immobilier. Parce qu'aujourd'hui, la déclaration annuelle ne s'applique que si un trust détient des immeubles. Donc moi, je n'ai pas de déclaration annuelle à faire. Donc, si j'ai 20 millions d'arts dans un trust, je n'ai pas à dire à l'administration fiscale que j'ai 20 millions d'arts dans un trust. En revanche, si l'art est en France, si le bénéficiaire est en France, je devrais quand même faire cette déclaration événementielle, je suis désolée, le nom n'est pas très approprié, où je vais mettre le nom du constituant, le nom des bénéficiaires, le contenu des termes du trust, c'est-à-dire, comme je vous disais, les distributions, la loi applicable, les termes, enfin une petite explication sur le trust. Et si mon trust il est étranger et que j'ai qu'une œuvre d'art en France et que tout le monde est à l'étranger, il faudrait dans ce cas-là la solution prévoir une société dédiée pour détenir l'art. Parce que quand je mets une société, par exemple une société américaine, suisse, entre le trust et l'art qui est situé en France, là j'ai même plus d'obligation de déclaration. Après, les sanctions pour les déclarations, c'est 80% des droits éludés. Mais bon, comme je n'ai pas d'impôt sur la fortune à payer, les droits éludés, je ne sais pas ce que ça serait au trust en fait, qui est de l'art. Et après, j'ai la montre forfaitaire de 20 000 € pour chaque commission. Donc si je ne fais pas la déclaration événementielle, j'aurai 20 000 € à payer. Voilà. Alors on va passer à la partie 3 sur la transmission à titre gratuit des œuvres d'art. Je vais peut-être aller un petit peu plus vite. Alors sous réserve de l'application des conventions internationales en matière de succession et de donation, les transmissions d'œuvres d'art seront taxables en France dans 3 hypothèses. Si le défunt ou le donateur est résident fiscal de France, on aura une imposition mondiale de ses avoirs, y compris donc, les œuvres d'art. Si l'héritier ou le donataire est résident fiscal de France depuis 6 ans sur les 10 dernières années, l'ensemble des avoirs qui seront reçus par le donataire ou l'héritier seront donc taxables en France, quel que soit leur lieu de situation.
Et dernier cas d'imposition, si le défunt ou si l'héritier, donc son non-résident fiscal de France, mais que les avoirs sont situés en France, ces avoirs seront taxables en France, donc au droit de donation ou au droit de succession. Donc avant de voir les taux d'imposition de cette transmission à titre gratuit, il faut donc voir l'évaluation de ces œuvres d'art, donc la base qui sera imposée et soumise au droit de donation ou de succession. Donc, avant de faire cette évaluation, il faut distinguer entre donc les œuvres d'art qui sont considérées comme des meubles meublants ou les œuvres qui ont le caractère d'objets d'art ou de collection. Pour les œuvres d'art qui ont le caractère de meubles meublants, c'est-à-dire qui sont destinés à l'usage et à l'ornement des appartements, donc on a le choix entre soit entre la valeur vénale ou une valeur forfaitaire. Alors pour la valeur vénale, le premier choix, c'est dans le cas où on aurait une vente publique dans les 2 ans du décès, et à ce moment-là, le prix qui sera retenu dans la déclaration de succession, ce sera le prix d'adjudication. En l'absence de vente publique, donc là, on peut soit retenir l'inventaire qui aurait été réalisé par le commissaire-priseur ou la valeur qui est indiquée dans le contrat d'assurance. Je vous laisserai intervenir tout de suite après sur le contrat d'assurance. Et à défaut, de vente publique et à défaut d'inventaire et de contrat d'assurance, à ce moment-là, les héritiers pourront opter pour le forfait de 5%. Donc le forfait de 5%, ça revient à valoriser les meubles blancs à 5% du montant des avoirs de la succession. Et donc ça, c'est jusqu'à... Ce qui est important, c'est que beaucoup de personnes pensent que quand elles ont opté pour ces 5%, elles sont protégées. Ce n'est pas une protection, c'est une option. L'administration fiscale peut contrer cette option de 5% par tout moyen. C'est-à-dire que, prenons l'exemple que j'ai connu où on a laissé filer une prisée dont l'administration a pu prendre connaissance, alors qu'on avait opté pour les 5%, l'administration a pris la prisée, a pris les chiffres et elle a dit « moi j'en presse ». Peu importe la façon dont elle avait récupéré, c'est pas l'objet de la discussion. Et donc on n'est pas protégé, c'est juste une présomption simple que l'administration peut combattre à tout moment. Ensuite, pour revenir entre la distinction entre une collection et les meubles meublants c'est ceux que vous mettez sur vos murs, c'est pas une collection. Vous avez une pièce réservée pour tel auteur ou tel type de collection, l'école de Pont-Aven supporte cette collection. Et donc vous mettez ça dans une pièce réservée à la collection d'école de Pont-Aven, ça devient une collection et elle ne peut pas rentrer dans le forfait. Également, au moment de la succession, vous avez différentes œuvres. Vous pouvez opter pour le forfait pour la totalité, mais vous avez aussi la possibilité de sortir une œuvre d'art parce que vous allez la vendre et que vous savez qu'elle ne va pas rentrer dans le forfait. C'est tout à fait possible. Voilà, donc vous avez présenté la deuxième catégorie d'œuvres d'art, qui est donc les objets de collection. Et comme vous avez compris, il n'y a pas d'option possible pour le forfait. On sera bien sur soit le prix d'adjudication, soit la valeur réelle indiquée dans l'estimation ou dans le contrat d'assurance. Peut-être si vous voulez dire quelque chose sur le contrat d'assurance et la valorisation. Alors, sur le contrat d'assurance, en fait, c'est plutôt de gré à gré à la base, c'est-à-dire qu'en fait, vous nous déclarez des valeurs d'assurance, soit parce que vous avez une expertise en main, soit parce que vous venez d'acquérir l'œuvre, et donc vous nous déclarez une valeur. Vous avez dans les assurances 2 types de valeurs, la valeur déclarée et la valeur agréée. Lorsque vous avez une facture d'achat, pour nous c'est une valeur agréée, c'est-à-dire qu'on peut assurer l'œuvre en valeur agréée. Et dedans, nous allons englober également les frais d'adjudication. Donc il faut savoir que c'est pas uniquement c'est le prix d'achat, vraiment le prix d'achat avec les frais également d'intermédiaire ou d'adjudication. Et lorsqu'on est en valeur, par contre, déclarée, c'est vous qui nous donnez un montant global avec un global d'œuvres. Mais il faut savoir que très souvent dans les contrats d'assurance, lorsque vous préférez, vous optez pour le montant global
de votre capital œuvre d'art, vous avez souvent des limites par œuvre. C'est-à-dire qu'un assureur vous dira « Ok, je n'ai pas de vision, je ne sais pas ce que vous avez dans votre cheptel œuvre d'art. Par contre, je vais limiter, je vais donner un montant maximum pour une œuvre. » Exemple, vous assurez pour 1,5 million en valeur déclarée. Votre assureur va vous dire « Très bien, je prends 1,5 million. Si tout brûle, je vous donnerai 1,5 million. Par contre, s'il y a un sinistre partiel, si vous avez une œuvre qui vaut 300 000 €, je ne vous donnerai que 200 000. Parce que moi, je plafonne à 200 000 € la garantie par œuvre ou série d'œuvres. Ça peut être aussi une série. On a eu le cas de cartes topographiques, il y avait 5 cartes. Pour la petite histoire, elles avaient été estimées au départ, elles avaient été achetées à 30 000 €. Elles ont été estimées 10 ans plus tard 1,5 million. Ces 5 cartes, s'il y en a une qui est détruite, la totalité ne vaut plus rien. Donc, on était en valeur déclarée. On a attiré l'attention de notre client en disant « Attention, vous êtes en valeur déclarée. » L'assureur cap à 300 000 €. On était sur 300 000 €, même pour une série d'œuvres. Donc, il faut faire attention. Il vaut mieux le mettre en agréé avec une valeur d'expertise pour être sûr d'avoir au moment du sinistre le bon montant. Voilà. Après, il y aura d'autres considérations, on verra ça tout à l'heure. Donc une fois que la valeur des œuvres d'art est bien transmise, donc à titre gratuit, donc dans le cas d'une donation ou d'une succession, est déterminée, donc la base imposable va être utilisée pour appliquer les droits de mutation à titre gratuit. Donc, ce sont les droits de donation ou les droits de succession. Il n'y a pas de régime particulier pour la transmission à titre gratuit des œuvres d'art. C'est le droit commun qui s'applique. Donc le droit commun, c'est on va appliquer les abattements entre parents et enfants. Il y aura une exonération de droits de succession au profit du conjoint survivant et une application du barème avec prise en compte du lien de parenté entre le défunt et les héritiers. Donc avec quand on est en ligne directe, vous avez un taux maximum de 45% par enfant, au-delà de 1 800 000 € de biens transmis. Alors je profite de cette partie pour revenir, pour vous reparler du trust et de ses conséquences en cas de décès du constituant ou même en cas de distribution du vivant du constituant. Voilà la définition. Alors, le fait générateur de l'impôt, ce sera au moment de la donation ou au moment du décès du constituant. La valeur à retenir, c'est la valeur des biens transmis, on est toujours sur du droit commun. Et en cas de distribution de l'œuvre d'art au profit d'un bénéficiaire, donc soit cette distribution elle intervient du vivant du constituant, et dans ce cas-là, on sera dans le cas d'une donation, avec application des droits de donation. Si mon bénéficiaire, donc là on revient à nos règles de territorialité qu'on a pu voir tout à l'heure, donc si mon bénéficiaire est résident fiscal de France, ou si mon constituant est résident fiscal de France, ou si aucun n'est résident fiscal de France, mais qu'on bien est situé en France, il faudra quand même vérifier si une convention fiscale s'applique dans ce cas-là et qui pourrait changer donc, les règles de droit interne que je viens d'évoquer. Donc pour revenir sur la distribution de l'œuvre d'art, soit cette distribution elle intervient du vivant du constituant et donc on a un régime de droit de donation, soit cette distribution intervient alors qu'elle intervient au décès ou après le décès du constituant. Le moment de la distribution n'a pas d'importance, l'imposition se fera à la date du décès, peu importe que la distribution intervienne au décès, après, ou même qu'elle n'intervienne pas du tout. S'il est prévu dans le deed du trust que les œuvres d'art resteront au sein du trust, ces œuvres d'art seront quand même imposées. Oui, j'ai presque fini. Dans ce cas-là, en cas de décès, il y aura les obligations déclaratives qu'ADA a rappelé tout à l'heure. C'est un événement, donc il faudra faire une trust devra déposer une déclaration.
à chaque événement, en cas de distribution ou en cas de décès. Dernier dispositif que je voulais évoquer avec vous, l'œuvre d'art peut être également un moyen de paiement. Alors par deux dispositifs. Donc il y a la dation en paiement qui est issue d'une loi de 68, donc qui est un mode de paiement de certains impôts comme les droits de succession, de donation, vous avez le droit de partage et également l'IFI. C'est un mode de paiement donc, en nature de ces impôts par remise d'une œuvre d'art à l'État. Donc ça concerne certaines œuvres d'art qui sont livres ou objets de collection qui sont considérés comme ayant une haute valeur artistique ou historique. Cette proposition d'action est évidemment soumise à agrément de l'État. Alors c'est un dispositif qui est quand même qui est très utilisé, Majoritairement, les demandes déposées concernent le paiement des droits de succession. Et c'est quand même un dispositif qui a permis à la France d'avoir le musée Picasso ou encore un second Vermeer au Louvre. Donc c'est un dispositif qui est assez intéressant. Deuxième dispositif qui a été créé par cette loi de 68, c'est le don d'œuvres d'art à l'État, qui permet donc à celui qui reçoit ou qui fait l'acquisition d'une œuvre d'art ou d'un objet de collection d'être exonéré de droits de mutation qui seraient afférents à cette transmission en l'échange d'une offre de donation de cette œuvre qu'il reçoit, de le donner à son décès. Donc cette donation donc, lui permet de recevoir une œuvre d'art, d'en être exonéré en échange donc, de donner cette œuvre d'art. Donc, il faut que cette proposition de donation soit bien sûr acceptée par l'État. C'est la même procédure d'agrément qui est prévue pour cette donation. C'est particulièrement intéressant donc, quand on se retrouve dans le cadre de droits de donation, de droits de succession, et notamment pour des transferts entre personnes qui n'ont aucun lien de parenté, puisque là on se retrouve avec des taux de 60%. Donc ça peut être intéressant de réfléchir à ce dispositif qui permet en plus de conserver la jouissance du bien jusqu'à son décès. Et donc là, les conditions sont importantes parce que souvent, notamment pour des personnes sans successeur direct, l'idée c'est de savoir ce qu'on fera de son patrimoine. Plus tard, il y a le sujet avec beaucoup d'œuvres de Renaissance. Et la question à laquelle on réfléchit, c'est quelles sont les conditions qu'on va demander. Les conditions peuvent être par exemple d'affecter les biens au Louvre plutôt qu'au musée de la Renaissance. Je pense à cette collection particulière. Et cet ensemble de conditions rassure énormément celui qui est sans successeur. Mais il peut en profiter de son vivant. Ou il peut dire je les affecte à tel niveau, dès à présent. Et donc, de toute façon, il y aura des droits de succession qui sont importants. De cette façon-là, il peut affecter sa collection. En fait, ce que l'on voit, c'est que la mentalité de l'autre côté de l'Atlantique et de la nôtre est assez différente et qu'il n'est pas rare qu'aux États-Unis, on donne des collections entières pour différentes raisons. On n'est pas encore dans le schéma, on y incite les uns les autres à le faire. Et ces mécanismes-là sont assez intéressants de cette manière. Alors, je ne sais pas si on a du temps encore, peut-être que... Le salon Brinard est artistiquement bien plus attractif que le salon juridique et fiscal. Ça, je le comprends. Mais peut-être que, je crois que nos amis voulaient rajouter quelque chose en matière de protection des œuvres d'art, et je pense que c'est intéressant qu'elles puissent parler. Juste laisser 2 secondes la parole à Morgane pour qu'elle aborde juste effectivement la particularité du voyage des œuvres d'art, notamment de leur transfert d'un lieu à un autre, du prêt et de la conservation, qui sont quand même des choses très importantes et qui intéressent beaucoup les assurants pour continuer à assurer aussi les œuvres d'art. Oui, en fait, on est tous ici pour une bonne raison, c'est une foire qui est justement asiatique dans le contexte de la FIAC à Paris. Et on est vraiment dans un monde aujourd'hui où il y a un flux mondial des œuvres d'art et avec aussi des valeurs très importantes. Et donc, ce qui veut dire une mobilité considérable. Et comment les collections aujourd'hui peuvent
rayonner dans le monde entier, c'est au travers de la mobilité de ces collections. Et nous, CLC Saint-Honoré, on a essayé de mettre en place un système pour pouvoir accompagner nos clients, que ce soit des collections privées, des institutions, des collections des entreprises, pour les faciliter dans cette espèce de mobilité globale. Et au travers un système de hub que nous avons mis en place dans les pays où on voit quand même une croissance considérable dans le secteur culturel, notamment la Chine et les Émiratis, nous avons mis en place un système de réseau d'experts pour justement essayer d'accompagner nos clients. Et bien sûr, chaque endroit où les œuvres sont achetées, sont prêtées, chaque territorialité a ses spécificités. Et moi, j'ai une expérience personnelle qui est plutôt liée à la Chine. Et en Chine, on voit bien sûr beaucoup d'endroits où des nouveaux centres d'art privé qui cherchent du contenu, qui cherchent des prêteurs, qui cherchent surtout la France, qui est quand même à la fin la Mecque pour la culture, un peu disons l'endroit avec le plus de notoriété dans le secteur. Et justement, pour attirer ce contenu, il faudrait que les prêteurs prennent certaines mesures pour pouvoir justement s'assurer que le troubleshooting soit fait comme il faut. Donc par rapport à la Chine spécifiquement, nous avons mis en place une liste de troubleshooting à faire au travers des listes spécifiques des transporteurs agréés, parce que parfois des transporteurs que nous avons en Europe ou aux États-Unis ont des collaborateurs en Chine qui ne sont pas pareils. Donc, nous avons mis en place un système pour justement checker chez ces transporteurs. Aussi, nous avons mis en place un système pour faire des constats qui est très rigoureux avec ces transporteurs. Nous avons aussi mis en place un système de réseau d'experts pour justement faire des facility reports et des checks pour les endroits d'entreposage des œuvres ou au moment avant ils passent en douane ou au moment où ils sont entreposés avant l'exposition. Et puis aussi au niveau des endroits même où les expositions vont avoir lieu, de faire un check des facility reports pour être sûr que justement ils sont. Donc on cherche toujours à avoir des solutions pour nos clients, pour nos futurs clients qui s'adressent à un contexte beaucoup plus international, mobile pour les œuvres d'art aujourd'hui. Je voulais juste rajouter une petite chose, alors là où je vais vous parler, où Morgane parlait de mobilité, moi je vais vous parler d'immobilité. Par rapport à ce que disait Maître Barré, je voulais juste attirer votre attention tout à l'heure, d'immeubles par destination. Donc vous avez effectivement les œuvres par définition sont mobiles, une œuvre d'art est bien plus souvent mobile qu'immobile. Par contre, vous citiez les Trumeau, vous avez effectivement des œuvres qui sont immobiles et si on les caractérise en termes d'assurance d'immeubles par destination. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles ne sont pas assurées du tout de la même façon. C'est-à-dire que lorsque vous déclarez un capital d'œuvre d'art, faites très attention à tout ce qui est immeuble par destination. Des fresques. À l'hôtel Lambert, par exemple, il y avait des fresques, il y avait des peintures sur les murs. Comment... Exactement, donc ça ne rentre pas du tout dans l'œuvre d'art mobile. Donc ça veut dire que vos œuvres immobiles, c'est-à-dire immeubles par destination, seront assurées sur les capitaux garantis pour les bâtiments. Donc il faut savoir ça. Ça veut dire aussi, autre point d'attention, c'est que si vous prenez un contrat d'assurance lambda pour vos œuvres d'art ou pour ces immeubles par destination, il faut faire très attention, vous pouvez ne pas être garanti pour les frais de restauration.
Et quand on a, effectivement, on assure certains bâtiments qui ont des peintures, comme vous disiez, des fresques, il y en a plus cher de capitaux de peinture intérieure, enfin de fresques intérieures que d'objets d'art. Même le bâtiment lui-même n'est pas assuré, la seule chose qui est assurée, ce sont les peintures intérieures. Donc voilà, il faut faire très attention. Donc là, vous êtes sur du bâtiment, lorsque c'est de la fresque, et sinon c'est du bien mobile. Donc c'est pas du tout les mêmes garanties. On parlait tout à l'heure d'une œuvre, je pense que vous avez peut-être, Jérôme, cité une œuvre qui était de Christian, quand vous avez parlé des œuvres en cours de production. Oui, absolument. Vous avez référence à ça. Et Jean-Claude. Oui, parce qu'en termes, je le dis, qu'une œuvre existe uniquement, qu'elle est vraiment achevée. En fait, en termes d'assurance, nous avons récemment... C'est aussi à Pierre Huyghe. Oui, on a des questions avec Pierre Huyghe sur oui, ce thème. tout à fait. Nous avons récemment inventé un nouveau produit avec des assureurs de Londres où nous adressons une situation assez particulière, surtout qui touche le secteur d'art contemporain, c'est-à-dire les œuvres en cours de production. Souvent maintenant, nous voyons de grands artistes, dont Anne pour Jean-Michel Tamiel, qui font fabriquer leurs œuvres par des tiers. Et nous avons noté qu'il y avait un énorme gap dans la couverture de ces œuvres. Et en fait, nous avons déterminé avec les assureurs une espèce de tableau d'acheminement de l'œuvre. Et en fin de compte, nous considérons que quand l'œuvre est complétée à 50%, elle est assurable aux valeurs réelles du marché, puisqu'il y a justement l'ajout de l'idée de l'artiste qui est mis en jeu. Et c'est assez intéressant parce que c'est complètement différent de la définition. La difficulté de la définition, c'est que plus on est dans l'art conceptuel et qu'il se construit avec le temps, et plus on a des difficultés déjà à identifier que c'est une œuvre d'art, et donc il faut la protéger et en avoir toutes les conséquences juridiques et fiscales. Donc l'assurance est une conséquence juridique, c'est un umbrella juridique qui modifie totalement l'idée qu'on pourrait s'en faire d'un bronze constitué fondu par Sus et qui aurait été fait par M. Paris ou autre chose. C'est très différent. Et puis, justement, pour terminer sur un autre cas très intéressant, l'idée des éditions, en fait, vient de l'époque de Rodin, avec la Science perdue. Donc, les éditions étaient considérées comme quoi une édition de 8 plus 4 épreuves d'artistes était, la moule était francophone. Donc l'œuvre était encore réellement liée à la forme originale de l'artiste. Donc c'est assez intéressant de voir ça. La conclusion, c'est qu'on va aller prendre une coupe de champagne. En espérant qu'on ne vous a pas beaucoup fatigué quand même.